Alors, bonjour, bienvenue à la deuxième émission de Cuisine ta vie. Alors, je vais faire un petit retour sur la semaine dernière, où la semaine dernière, on disait qu'on devait prendre la responsabilité de nos besoins et je vous donnais comme exercice de prendre un besoin. Donc, est-ce que vous avez pris un besoin dont vous avez pris soin cette semaine? Oui? Non? Alors, écoutez, c'est un travail supplémentaire pour cette semaine. Ceux qui ne l'ont pas fait, bien, je vous encourage à le faire cette semaine. Et ceux qui l'ont fait, bien, qu'est-ce que vous avez éprouvé? Comment vous vous êtes senti? Quelle émotion vous avez vécue à travers ça? Donc, d'être présente à ce que vous vivez quand vous répondez à vos besoins. Et des fois, juste être consciente et prendre conscience que c'est difficile pour moi de répondre à mes besoins. Que c'est beaucoup plus facile des fois de répondre aux besoins des autres. Parce que tout changement commence toujours par une prise de conscience. Donc, si vous avez juste pris conscience que c'était difficile pour vous ou que vous n'avez pas le temps de vous occuper de vous, de vos besoins, c'est déjà un premier pas. Il reste à continuer. Alors, cette semaine, le deuxième ingrédient cette semaine, c'est, parce que c'est toujours les ingrédients pour la recette de bonheur, c'est les saines habitudes de vie. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous le savez probablement tous. On le sait, il faut prendre soin de sa santé. Mais est-ce qu'on le fait? Ça, c'est une autre affaire. Donc, il y a quelqu'un qui disait, Patricia Spence, qui est une coach sur coach mémoire, coach sur le coup de la santé cognitive, disait, elle a un atelier qui s'appelle « Je le sais, mais je ne le fais pas ». Okay? Alors aujourd'hui, on va essayer de voir un peu, de démystifier ça, de faire en sorte que ce soit facile et agréable pour qu'on devienne de plus en plus vivant, qu'on fasse notre résurrection. Alors, voilà. Mais avant de commencer, j'ai toujours mon avertissement. Tout ce qui est dit dans cet atelier peut être totalement faux. Nous vous recommandons d'expérimenter ce qui est dit de façon à vérifier si c'est bon pour vous. Alors, bonne émission. Alors, comme je disais, on a toute l'information. On les connaît, les saines habitudes de vie. On nous a enseigné depuis belle lurette qu'un esprit sain dans un corps sain. C'était vrai avant, c'est encore vrai aujourd'hui et ça va être encore vrai demain. On le sait parce qu'on peut l'expérimenter. Des fois, on va manger quelque chose qui est plus lourd pour nous à digérer et on va se sentir lourde. On va penser moins vite. Le cerveau va être plus lent. Donc, on le sait, on est capable de vérifier par soi-même qu'un esprit sain dans un corps sain, ça va ensemble. Par contre, quand on parle de saines habitudes de vie, surtout d'alimentation, il y a énormément de théories. On ne sait plus des fois à quel saint se vouer, on ne sait plus qui croire. Je vais vous donner juste un exemple. Vous en souvenez-vous du docteur Benjamin Spock, qui, dans les années 50, je crois, disait qu'un enfant devait manger, un bébé là, devait manger aux 4 heures. Et il y a bien des parents qui ont adhéré à cette théorie-là, donc qui nourrissaient leur bébé. Puis des fois, il y a des bébés qui sont vraiment affamés, qui au bout de 2 heures pouvaient avoir faim, commencer à pleurer. Mais on disait qu'ils devaient attendre 4 heures. Beaucoup de théories. On est tellement submergé par des informations qu'on n'arrive plus à faire confiance à notre gros bon sens. On va faire confiance à ce qu'on dit à l'extérieur, à ce qu'on lit à l'extérieur. Donc, on va faire confiance à des gens qui ont une grande scolarité, mais on oublie de garder notre gros bon sens et de se faire confiance. Alors, j'ai une petite carte pour vous dans les ingrédients. Ne doutez jamais de votre instinct. Notre instinct, là, on le sent à l'intérieur quand c'est correct, quand c'est pas correct, quand c'est bon pour nous ou pas, quand on a envie, quand on n'a pas envie, quand on a le goût d'un ou pas. On le sent. Fiez-vous à votre instinct. On va essayer dans cet atelier de Cuisine ta vie de trouver une façon agréable. Je vous disais que dans le premier atelier, que pour répondre à ses besoins, ça prend pareil une dose d'amour de soi. Pour prendre soin de sa santé, ça prend aussi une dose d'amour de soi. Parce que qui peut prendre soin de votre santé?
Il y a encore une seule personne. Malheureusement, il y a encore une seule personne. Et ça commence par nous. Donc, on a la responsabilité de prendre soin de soi. On a pris soin de ses besoins. Là, on va prendre soin de son corps. On va essayer d'y aller avec le gros bon sens. OK? On va commencer par la respiration. Si j'arrête de respirer, combien de temps je peux vivre? 2, 3 minutes? Plus longtemps que ça, on risque d'avoir des séquelles. Donc, la respiration, si on utilise notre gros bon sens, c'est important dans notre vie. L'eau, combien de temps on peut vivre sans boire? Environ 10 à 11 jours, ça dépend de la température extérieure. Si on est dans le désert ou si on est dans l'Arctique, c'est peut-être pas tout à fait pareil. Alors, on voit aussi que l'eau, c'est important. La nourriture, l'alimentation, combien de temps on peut vivre sans manger? Plus longtemps. Plus longtemps, il y a des gens qui font des jeûnes de 40 jours. Il y en a qui font de la grève de la faim. Je ne dis pas qu'ils sont pétants de santé au bout de 40 jours, là, mais ils sont encore vivants. Et l'exercice. Combien de temps je peux vivre sans faire d'exercice? Bien longtemps. Par contre, les muscles vont peut-être plus flasques, manque de tonus, manque de flexibilité, manque de souplesse. Donc, il va y avoir un impact sur notre santé. Le sommeil. On le sait tous aussi, c'est pour ça, hein? On le sait, mais des fois on ne le fait pas. Le sommeil, quand on dort, quand on fait de l'insomnie, les lendemains sont plus difficiles. Quand on dort mal, les lendemains sont plus difficiles. Donc aussi, le sommeil est important. Notre corps, c'est notre véhicule pour vivre, pour entrer en contact avec les autres, pour faire toutes les expériences qu'on fait ici dans ce monde de matière. Donc, c'est vraiment important. C'est à travers notre corps qu'on peut découvrir l'environnement aussi. C'est à travers nos sens. Donc, c'est important de prendre soin de sa santé, de prendre soin de son corps. Et j'ai une autre petite carte pour vous. Ah, prenez soin de votre corps. C'est le seul endroit que vous avez pour vivre. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit que vous avez pour vivre. Quelles sont les conséquences si je ne prends pas de temps pour ma santé? Si je ne prends pas de temps pour ma santé, je devrais en prendre pour soigner mes bobos, mes malaises et mes maladies. Fait que de toute façon, il faut prendre du temps, soit pour préserver sa santé, ou soit pour soigner sa santé. Donc, il faut prendre du temps à quelque part. Si je prends soin de ma santé, l'impact, les conséquences, c'est sûr que mon corps va être plus en forme, je vais me sentir mieux, plus de vitalité, plus de souplesse, plus d'équilibre, plus d'énergie. Et comme on a dit un esprit sain dans un corps sain, ben une meilleure aussi santé mentale. Ça va ensemble, c'est lié ensemble. Comment prendre soin de sa santé? Pour essayer d'y trouver du plaisir et de l'amour de soi. On va commencer par la respiration. Là, aujourd'hui, je vais vous donner des petits principes. Vous savez que tout peut être faux, hein? Vous avez juste à expérimenter. Ou des petits moyens aussi. Ou une petite démarche, comment faire. Alors, la respiration, on a dit, c'est ce qui est le plus vital. Parce que si je ne respire pas, je peux mourir à l'intérieur de 2, 3 minutes, 4 minutes ou avoir des séquelles. Alors, juste prendre le temps, avant de vouloir changer des choses, des fois, il faut prendre le temps de s'observer. Est-ce que j'ai une respiration superficielle? Est-ce que je respire lentement? Comment je respire? À partir de là, ben, si elle est superficielle, je peux te dire, ben, je vais peut-être essayer d'aller un petit peu plus en profondeur. Commencez toujours par s'observer. Il y a des respirations abdominales. Les enfants, quand ils viennent au monde, respirent tous par le ventre. Et à un moment donné, on perd ça, on respire par la poitrine, par le haut, comme si on voulait toujours avoir un ventre plat. Et je ne sais pas quand est-ce que se fait le balancement de la respiration abdominale à la respiration superficielle. Donc, on peut essayer de retrouver cette respiration-là qui est souvent plus profonde.
Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Pour plus respirer, mieux respirer, ben, on peut aller dehors, on peut prendre une marche, on peut faire un petit peu d'exercice aérobique. On peut faire aérer la maison aussi, changer l'air de la maison, c'est aussi une autre façon de mieux respirer. L'eau. Tout le monde le sait qu'on doit prendre environ 1,5 litre à 2 litres d'eau. Combien d'entre vous le faites? L'eau, les reins, la peau vont en éliminer beaucoup. On est fait à 70% d'eau, donc il faudrait se faire des refils parce qu'on en élimine. Et si votre plancher de cuisine est sale, là, essayez donc de le nettoyer avec un linge sec. Vous m'en donnerez des nouvelles. Vous allez prendre de l'eau pour le nettoyer, avec un produit là, qui va mousser et qui va vous aider à laver les planchers. Donc, l'eau, c'est important si on veut se désintoxiquer, si on veut se nettoyer le corps, il faut boire de l'eau. L'alimentation. Ça, c'est ici, là, à chaque année, ou presque, il va sortir une nouvelle théorie sur l'alimentation. Qui croire? Toute nouvelle théorie marche pour quelqu'un. Mais est-ce qu'elle va fonctionner pour tout le monde? Est-ce que c'est la meilleure? On ne sait pas, tant qu'on ne l'a pas expérimenté pour soi. Mais par contre, tout à l'heure, je vous disais, on a un gros bon sens à l'intérieur. Alors, on devrait peut-être utiliser ce gros bon sens-là. Alors, je vais vous donner 5 principes de gros bon sens. Vous expérimenterez dans votre vie si ça a de l'allure. Le premier, en alimentation, peut-être que ce serait préférable, je dis préférable, mais en tous les cas, examinez ça là. Manger des choses qui viennent de la nature. Donc, des choses qui poussent dans la terre ou sur la terre, c'est-à-dire les fruits, les légumes, les céréales, les noix, les graines. C'est la nature qui nous donne ça. En principe, ça devrait être bon pour nous. Donc, premier principe, manger des aliments naturels. Deuxième principe, manger des aliments sous leur forme entière. La farine blanche, on sait qu'ils ont enlevé tout le germe de blé, tout le son, qu'ils l'ont blanchi aussi avec des produits, avec certains produits. Donc, c'est probablement préférable de manger l'aliment entier. La farine de blé entier, le riz brun au lieu de manger le riz blanc. Ça, c'est une habitude à prendre, mais posez-vous la question. Lequel vous pensez va être plus bénéfique pour votre corps? Sous quelle forme il vient, etc. Quand c'est raffiné, on y perd quoi? Quand c'est pas raffiné, on y gagne quoi? Autre principe, manger une grande variété d'aliments. Si je mange toujours des pommes de terre avec des carottes, puis une tranche de tomate, un morceau de viande, ben, je vais avoir uniquement les éléments nutritifs que contiennent ces aliments-là. Mais si je vais dans une grande variété, il y a plein de couleurs dans les aliments. Le vert, l'orange, le violet, le blanc aussi, si on pense champignons, chou-fleur, piment, il y en a de toutes les couleurs. Alors, plus je vais varier mon aliment, plus j'ai des chances d'aller chercher différents éléments nutritifs qui vont combler les besoins de mon corps. Consommer ce qui se consomme cru. Les noix, ça se consomme très bien cru. Les graines, ça se consomme cru. Les fruits, les légumes. Donc, voyez si vous pouvez augmenter ce qui est cru. Et ça, c'est pas mal les principes. Et l'autre, c'est la règle de 80-20. Ça, c'est une règle qui existe dans beaucoup de domaines. Donc, manger 80% sainement, bon pour son corps, et 20% bon pour le moral. OK? Parce que si on est trop rigide, là, on va toujours aller d'un extrême à l'autre. Si je me dis, je ne mange plus de dessert, là, je ne mange plus, puis j'en mange plus, à un moment donné, je vais manger du dessert. Pète la coche. On va péter la coche, oui, comme on dit, et on va en manger beaucoup plus qu'on en mangerait. Donc, c'est pour ça le 20%. 80%, bon pour son corps, 20%, bon pour son moral.
comment manger? La première chose à faire, si on parle de digestion, c'est de manger ce qu'on digère bien. On ne digère pas toutes bien les mêmes choses. Il y en a qui ne digèrent pas le concombre. D'autres ne vont pas digérer telle chose. Donc, notre corps, il nous le dit. Il faut vraiment le suivre. Mais si on parle de digestion, comment favoriser une bonne digestion? Bien, le premier, c'est de mastiquer. C'est là, avec les enzymes de la salive, qui va faciliter la digestion. Et le reste du système digestif va beaucoup mieux digérer quelque chose qui est déjà comme presque en purée que quelque chose qui est avalé en gros morceaux. Mais ça prend du temps. Puis des fois, on n'en est pas conscient. Surtout si je mange en écoutant la TV ou en lisant ou en parlant, je vais prendre une bouchée, puis je vais l'avaler, puis je vais des fois peu mastiquer. Donc, c'est un peu manger en pleine conscience, c'est-à-dire être présente, ou juste se donner le défi de mastiquer un peu plus longtemps. Ça va peut-être juste augmenter. Passer sur toutes les dents qu'on avait dit à un moment donné. Ah, passer la nourriture en mastiquant? La nourriture sur toutes les dents. OK, ça, je ne le connaissais pas. Mais c'est ça, on le sait, hein? Mais est-ce qu'on le fait? On le sait tous, mais on ne le fait pas. Manger aussi avec gratitude. Il y avait des bénédicités avant, hein? C'était fait, effectivement, pour remercier, pour bénir la nourriture qu'on mange. Avez-vous pensé des fois à la nourriture, d'où elle vient, tout le transport qu'elle le fait, toute l'énergie que les cultivateurs, les jardiniers, les récolteurs ont mis pour que nous, on ait ça dans notre assiette? Donc, juste prendre le temps de remercier, d'avoir beaucoup de gratitude pour ce qu'on mange. Ça peut être quelque chose aussi d'intéressant. Et comme je vous disais, ben c'est sûr, comme dans n'importe quoi, éviter la surconsommation. Mais c'est tellement bon, la gourmandise. C'est tellement bon. Mais des fois, on devient plus lourd. Il y a un petit prix à payer. On dort moins bien, etc. Mais c'est bon. Ça fait partie du 20%, ça. C'est bon. Donc, faire attention à la surconsommation. Donc, on appelle ça respecter son seuil de satiété. Et pour respecter son seuil de satiété, souvent, il faut manger un petit peu plus lentement. Parce que ça prendra environ 20 minutes au cerveau pour envoyer le signal qu'on a plus faim. Alors, si j'avale pendant 10 minutes, il me reste 10 minutes pour manger encore, si on calcule ça comme ça. Donc, faire attention aussi à ça. Observer sa digestion et écouter son corps. Le corps, là, c'est lui qui nous dit pas mal tout. Ce qui nous dit ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Ce qui nous dit, est-ce que ça fait « waouh » ou ça fait « le corps nous dit. Donc, fiez-vous à votre corps aussi. Je parlais de Patricia Spence, qui est un coach en mémoire, qui est un atelier, je le sais, mais je ne le fais pas, disait que dans les années, je pense la fin des années 1800, je n'ai pas la date exacte, là, on mangeait environ 5 kg de sucre par année. Maintenant, on en mange 82,5 kg par personne par année. Et ce seraient des chiffres, par exemple, qui viennent des États-Unis, ça. Donc, notre corps, est-ce qu'il est habilité à digérer ou assimiler tout ça? Je ne penserais pas. Parce que si on prenait le sucre dans la nature, directement la canne à sucre, on en mangerait vraiment, vraiment pas beaucoup. Mais là, il est tout raffiné. Et on en a partout, partout dans beaucoup d'aliments, parce qu'il porte beaucoup de noms, le sucre, là. Dextrose. Il y en a beaucoup de diabétiques aujourd'hui aussi, comparativement à avant. Effectivement, il y a beaucoup plus de diabétiques. Et Patricia Spence, ses deux parents sont décédés de l'Alzheimer. Donc, elle a suivi des formations avec un docteur Bredesen qui travaille beaucoup, beaucoup sur l'Alzheimer. Et elle disait qu'on appelle maintenant l'Alzheimer le diabète de type 3. Alors, moi, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, là, mais ça peut être intéressant. Les exercices. Ah, elle disait aussi dans un de ses ateliers, parce que des fois, on mange parce qu'on s'ennuie, on mange parce qu'on est frustré, on mange parce qu'on a une émotion qu'on ne veut pas vivre, on mange des fois parce que quelqu'un nous offre quelque chose puis on n'ose pas dire non.
et elle disait, aucun aliment ne peut répondre à un besoin qui n'est pas alimentaire. Alors, si je mange parce que je m'ennuie, là, j'aurais beau me gaver, ça ne réglera pas mon problème d'ennui. Alors, aucun aliment ne peut répondre à un besoin qui n'est pas alimentaire. Donc, la nourriture devrait servir à nous donner force, vitalité et énergie. Les exercices. Les exercices, on le sait que ça donne du bienfait pour le corps, qu'il y a une relation directe entre le corps et l'esprit. Lorsque le corps travaille, la tête se repose. Avez-vous déjà remarqué, des fois, on fait des travaux manuels? C'est-tu le fun? La tête est comme en repos. C'est comme une période de méditation. Et c'est lent aussi dans la tête à ce moment-là. Et quand le corps, quand le corps travaille, la tête se repose. Quand la tête s'active, le corps se relâche. Donc, si je travaille assis face à mon ordinateur, mon corps, il n'a pas besoin de travailler, il va se relâcher. Les exercices, on peut essayer d'intégrer des exercices dans son quotidien. C'est pas nécessaire d'aller dans un gym, là, mais dans son quotidien. Des fois, si j'ai à me lever sur le bout des orteils pour aller chercher quelque chose dans le haut d'une armoire, ben, je peux le répéter 2 fois, 3 fois. Tous ces gestes-là qu'on fait quotidiennement, on peut les répéter. Mais quelque chose que je trouve intéressant, que je fais à l'occasion, pas tout le temps, c'est que quand j'écoute la télévision, j'ai mes élastiques à côté dans un porte-journaux. Avez-vous déjà calculé combien de temps durent les commerciaux? 4 minutes. 4 minutes. Alors, j'ai 4 minutes pour faire mes exercices. Assis dans mon fauteuil, je peux faire travailler mes bras, je peux faire travailler mes cuisses. Donc, trouver des moyens, puis il y a différents élastiques aussi, trouver des moyens pour intégrer l'exercice dans notre quotidien, pour pas que ce soit une tâche, mais que ce soit juste un plaisir. On peut faire des étirements pendant les commerciaux. On peut faire des exercices. Alors, on n'est sûrement pas à court d'imagination. Ah, il y a quelque chose aussi d'intéressant. Petit secret, un podomètre. Vous pouvez le mettre le matin et regarder le soir combien vous avez fait de pas. Là, j'en ai 1862. Ça veut dire que j'ai passé pas mal mon avant-midi devant l'ordinateur ce matin. Parce que, règle générale, une journée, j'en fais environ pas mal 10 000 pas. Et 10 000 pas, ça l'équivaut à 7 km. Okay? Alors, mettez votre podomètre le matin, enlevez-le le soir et regardez combien vous avez fait de kilomètres. Et encouragez-vous, dites demain, pas de kilomètres. Ben oui, parce qu'il marque le kilomètre, le podomètre, de pas ou de kilomètres. Puis dites-vous que demain, ben, je ferai peut-être 100 pas de plus. 100 pas, là, c'est pas difficile. Quand vous décidez d'aller vous coucher, là, le temps de passer à la salle de bain, de venir fermer la télévision, de baisser les thermostats et de vérifier si tout est correct, vous avez fait environ 200 pas. Donc, c'est facile de se donner des petits défis, d'aller un petit peu plus loin. Le sommeil. On dit que les heures de sommeil avant minuit sont les plus bénéfiques. Et on nous invite à trouver son propre rythme de sommeil. Il y a des gens qui ont besoin de 8 heures de sommeil, d'autres de 5 heures. L'hiver, des fois, plus de sommeil. L'été, moins de sommeil, il y a plus de clarté. Alors, on dit que si je m'endors 10 minutes après m'être couché, donc ça prend 10 minutes pour m'endormir, puis si je me réveille de moi-même, j'ai vraiment trouvé mon rythme de sommeil. Ça, c'était les principaux points. Et je reviens à dire aussi, à travers tout ça, de s'observer. Observer comment on se sent. Est-ce que je me sens légère? Est-ce que je me sens lourde, endormie, vive? Quel bienfait j'ai aujourd'hui? Comment est mon attention, ma concentration, mes réflexes, etc. Ça, c'était la partie théorique, la partie de « je le sais », mais je ne le fais pas. Alors, on va essayer de se faire une partie pratique, mais plaisante. Comment on va y arriver? Je vais vous décrire ça. OK?
Je vais vous donner juste... ouais. Je vais vous parler de ça. Là, je mets une thème parce que c'est un autre segment. C'est le segment tranche de vie. OK? Personnellement, j'adore la randonnée. OK? Alors, je me suis donné comme défi de marcher toutes les rues de ma ville. Alors, j'ai la carte de ma ville et quand je reviens de la marche, je colore en rouge les rues que j'ai marchées. Je ne me suis pas donné de temps, je n'ai pas dit que j'allais faire ça dans 2 mois, 3 mois, parce que l'hiver, c'est moins agréable d'aller marcher dans les rues. J'aime aller marcher dans les rues quand on peut sortir après souper. Après souper, je dis, parce qu'il fait assez clair, j'allais prendre une petite marche. Là, je suis rendue qu'il faut que je prenne ma voiture pour aller prendre une marche, parce que c'est rendu trop loin. Mais je me suis trouvé un truc. C'est que j'ai des amis qui restent un petit peu partout dans la ville. Alors, des fois, je peux téléphoner à un ami, j'irai marcher dans ton coin. Ou des fois, je vais faire des commissions plus loin. Alors, je laisse ma voiture, exemple, dans le stationnement d'une épicerie et je vais marcher dans les rues. Je viens faire mon épicerie et je reviens et je colore. et ça me motive. Ça me motive. Puis des fois, je me dis, ah, bon, j'allais prendre une marche. Ah, quelle rue je n'ai pas marché encore? Ah, qui je pourrais appeler? Donc, ça me motive. Ça, c'était ma petite tranche de vie. Alors, oh, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous demander de regarder cette carte-là. OK? Je vais vous demander de me dire qu'est-ce que vous voyez à la première case. Une grosse face. OK. Qu'est-ce que vous voyez à la dernière case en bas? Une petite madame. OK. Est-ce que vous pouvez voir la différence entre la première case et la deuxième case? Le sourire. Entre la deuxième et la troisième case. Alors, vous avez effectivement remarqué qu'à la première case, on voit un homme. À la dernière, on retrouve une femme. Alors, bien qu'il soit très difficile de reconnaître les changements d'une case à l'autre, nous parvenons néanmoins à une réelle métamorphose suite à 14 petites modifications. Ça, c'est une technique d'impact de Dani Beaulieu, qui est une psychologue renommée, qui a fait beaucoup de techniques d'impact parce que des fois, de voir les choses et de les entendre, ça n'a pas le même impact sur nous. Ça, c'était la technique d'impact qui nous amène à vous proposer la méthode des 4 P. PPPP, qui veut dire le plus petit pas possible. Pourquoi on parle de plus petit pas possible? Parce que quand on se met des objectifs trop élevés, on finit par décrocher. On ne les atteint pas et ça va toucher l'estime de soi qu'on a.
Alors, si je commence par un PPPP, un plus petit pas possible, je me mets en situation de réussite. Et c'est comme si je me donnais un élan pour aller un petit peu plus loin la prochaine fois. Une autre tranche de vie. Tranche de vie. Un de mes fils, quand il était adolescent, devait se rendre à un endroit, je pense que c'était à l'école, à vélo. C'est lui qui m'a raconté ça. Je n'ai pas souvenance encore de tout le contexte, mais de la leçon qu'il m'a montrée, celle-là, je la garde vraiment en mémoire. Donc, il était parti à vélo et c'était assez loin. Et à un moment donné, il était fatigué, puis il se demandait s'il allait arriver. On va dire à l'école qu'il devait arriver. Alors, il se disait, est-ce que je suis encore capable de donner 3 coups de pédale? 3 coups, oui. Et après qu'il donnait les 3 coups, il se reposait la même question. Est-ce que je suis encore capable de 3 autres coups? Et finalement, à force de se dire juste 3 coups par 3 coups, il s'est rendu à son objectif. Et ça m'a toujours resté. Parce que je me disais, c'est un peu la théorie du plus petit pas possible. Donc, c'est important de choisir quelque chose qui va nous permettre de réussir pour augmenter l'estime de soi. Comment on prend soin de sa santé? On va faire en premier lieu, je veux dire comment on peut prendre soin de sa santé, et après on va essayer, je vais vous présenter un petit tableau pour vous fixer des plus petits pas possibles. Comment on prend soin de sa santé? Alors, en premier, je dois m'engager. OK? Quand je m'engage, là, c'est parce que je prends une décision, parce que je l'ai choisi, parce que je l'ai décidé. Exemple, vous voulez faire un voyage. Je vais changer ça de côté pour que vous voyez mieux. Quand vous voulez faire un voyage, là, à un moment donné, vous décidez, vous faites un voyage. Si vous n'avez pas pris la décision de faire un voyage, vous ne ferez pas votre voyage. Si vous faites un voyage, c'est parce que vous avez décidé, parce que vous êtes engagé à faire un voyage. Ça, c'est la première étape du changement. Ça peut être dans n'importe quel changement. Là, on va parler peut-être de changement physique, mais ça pourrait être un autre objectif dans un autre domaine de vie. Deuxième étape, je choisis un PPP. Je choisis un plus petit pas possible. Si je veux faire un voyage, ben, mon plus petit pas possible, c'est peut-être d'aller me chercher des revues chez un grossiste de voyage. C'est peut-être de faire venir mon passeport. Donc, il y a plusieurs petits pas avant de partir en voyage. Et après, si je veux avoir des résultats, ben, je vais me mettre en situation de réussite. Et dans les situations de réussite, il y a les 3 P. Ça, j'ai écouté dernièrement une conférence de Cathy Lam, qui a mon gymenligne.tv, qui donnait une conférence, effectivement, et qui parlait c'est beaucoup sur l'activité physique, mais qui parlait des 3 P. Le premier, c'est je planifie. Donc, si je veux faire un changement, on va parler, disons, d'exercice ici. Je vais planifier où, quand, comment. Donc, combien aussi. L'exercice, combien de fois je veux en faire par semaine? Où je veux la faire? Je veux-tu la faire à l'intérieur? Je veux-tu aller prendre une marche à l'extérieur? Où je veux la faire? Quand je veux la faire? Je veux-tu la faire les lundis, les mercredis, vendredis ou les samedis? Peu importe. Donc, il faut déterminer, il faut planifier. Et moi, j'adore le court terme. Planifier un mois pour un mois, c'est trop pour moi. Planifier une semaine par semaine. Et refaire sa planification à toutes les semaines. Disons, le dimanche soir. Le dimanche soir, moi, c'est un temps où je regarde mon agenda, puis je regarde tout ce que je n'ai pas fait, puis que je remets cette semaine, puis tout ce qu'il y a à faire cette semaine. Donc, on peut faire la même chose pour les petits pas possibles aussi. Je me prépare. Quand on veut aller en voyage, on va faire sa valise, on va se préparer.
Alors, c'est la même chose quand on veut apporter un changement dans sa vie. Parce que si je ne me prépare pas, je vais toujours me trouver une excuse de dernière minute. Donc, si je veux augmenter ma quantité d'eau, ben, je vais préparer mon pichet. Peut-être je vais mettre un pichet d'1,5 litre sur le comptoir, ou je vais me remplir une gourde, ou si je bois, ou en premier, je vais peut-être juste mesurer ce que je bois dans une journée. Et si je me rends compte que je bois, disons, 250 millilitres, ben, peut-être que je vais dire, mon défi, ce sera de boire 500 millilitres ou moins, ajuster le défi. Donc, prenez conscience où vous êtes rendu et qu'est-ce qui est un pas pour vous. Si vous voulez manger plus de légumes, ben, on peut les couper d'avance. Je peux préparer mon linge. Personnellement, depuis le mois de novembre 2019, j'ai décidé que je ferais de l'exercice à tous les jours. Je fais une demi-heure d'exercice le matin en me levant. Ma façon d'y arriver, c'est que je mets sur le bord de mon comptoir, qui est juste à côté de la toilette, mon linge pour faire de l'exercice. Donc, quand je me lève, c'est sûr que je vais directement aux toilettes et là, je m'habille là. Et je me dis, je ne me change pas tant que je n'ai pas fait mon exercice. Et quand je vous parle des plus petits pas possibles, moi, faire une demi-heure d'exercice le matin, je le fais avec mon gymenligne.tv. Là, j'ai accès à près de 800 vidéos, je pense. C'est comme j'aime la variété, je suis servie. Et 30 minutes, c'est un plaisir que je m'accorde. C'est un peu un acte d'amour pour moi. Mais des vidéos qui durent 45 minutes, ça devient une obligation. Je suis incapable. Je n'ai aucun plaisir. Ce 15 minutes-là, c'est comme s'il prenait tout le temps dans ma journée. C'est fou, hein? Mais c'est comme ça, je le sens, ça devient comme une obligation. Le 30 minutes, pour moi, c'est vite passé. Et après, je peux me changer, je suis fière, c'est fait. Et ça préserve l'estime de moi. Et l'autre P, dans les situations de réussite, c'est que je programme mon cerveau pour en faire un allié. Le cerveau, si on lit en neuroplasticité, là, le cerveau est comme modelable. C'est-à-dire que quand on fait toujours les mêmes choses, il fait comme des autoroutes dans le cerveau. Et l'autoroute devient la facilité parce qu'on connaît. Quand on fait un changement, c'est comme si on était en train de faire un nouveau chemin au pic puis à pile. Okay? Alors, les réflexes qu'on a, ça va être toujours de retourner sur l'autoroute parce que c'est facile. Créer un nouveau chemin, c'est plus difficile. Donc, il va falloir, les premiers temps, se ramener beaucoup pour faire ce nouveau chemin-là. Donc, être attentive à comment on se parle. Exemple, je vais vraiment choisir la façon dont je me parle, mais il faut que j'en sois consciente aussi. Alors, je peux dire, si je prends conscience que je dis « j'ai pas le temps », ça, c'est mon autoroute. Puis la vie, ben, finalement, va faire en sorte que je n'ai pas le temps. Alors, si je dis « je trouve le temps ben, », je me mets en situation de réussite. Comment je peux trouver le temps aussi? Et là, c'est comme si vous donniez un coup de pelle dans votre nouveau chemin. Mais un coup de pelle, ce n'est pas assez là, pour créer une autre autoroute, une belle voie secondaire. Donc, il va falloir programmer son cerveau et être très présente à ce qu'on pense. Je pourrais tout faire ça et ça ne changerait rien dans ma vie. Parce qu'il reste la quatrième étape, j'agis. Si je ne le fais pas, je n'aurai aucun résultat, c'est sûr. J'agis, donc je renouvelle mon engagement à tous les jours. Moi, je vous disais, du long terme, là, je ne suis pas capable. Mais si à tous les jours, je me dis, bon, je fais mon 30 minutes d'exercice. Aujourd'hui, je bois mon 500 ml d'eau. Aujourd'hui, je dis non quand je vais vraiment sentir non. Comme je vous dis, ça peut aussi aller avec les besoins. Ça peut aussi, c'est une façon de procéder. Je fais un plan à chaque semaine. Et ce qui était intéressant dans la conférence de Cathy Lam, c'était, supposons que vous voulez faire de l'exercice 3 fois par semaine. Donc, puis vous avez décidé de les faire les lundis, mercredis, vendredis. Le lundi, je vais marquer à mon agenda 1 sur 3. C'est comme si le cerveau savait qu'il en reste juste 2. Je vais marquer 2 sur 3. C'est comme si le cerveau il sait qu'il en reste juste 1. Donc, ça permet que ce soit plus facile.
Et au bout de la semaine, je célèbre. Je m'offre un temps pour moi, je m'offre quelque chose que des fois, ça fait longtemps que je veux, puis que je me suis jamais acheté. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, je disais toujours un bonjour, je m'achèterais un bon couteau de chef pour faire la vraie cuisine. Et jamais je l'achetais. Puis à un moment donné, je dis, OK, c'est cette semaine que ça se passe. Donc, on va fêter, on va se récompenser parce qu'on est fiers de soi, parce qu'on a bien travaillé. Et je tiens bon pendant 30 jours. Pourquoi 30 jours? Parce qu'on dit qu'au bout de 30 jours, le chemin est pas mal fait. C'est acquis, ça devient. Si vous prenez une marche à tous les jours, surtout à la même heure, vous allez voir qu'au bout de 30 jours, c'est votre corps qui demande d'aller marcher. Parce que les premières semaines, c'est vous qui décidez d'aller marcher. Mais à un moment donné, c'est le corps qui en a besoin. Alors, vraiment, il faut agir. Alors, si vous prenez l'endos de la feuille, j'ai fait un petit tableau. Je vais juste tourner ma feuille ici pour la caméra. Là. Puis je vous dis, je l'aime, ce petit tableau-là. Je vais m'en faire à moi aussi. Je l'ai créé pour l'atelier, mais je vais m'en faire un pour moi aussi. Alors, le petit tableau, c'est... Là, j'en avais un, j'avais mis des étoiles. Bon. Le petit tableau, c'est les saines habitudes de vie, un esprit sain dans un corps sain. Maintenant, je le sais et je le fais. Et vous voyez, les « je » sont en lettres majuscules parce que juste vous qui pouvez le faire. Et vous le faites et on le fait par amour pour soi. Donc, dans la première colonne, vous écrivez le défi, l'objectif que vous avez ou le plus petit pas possible que vous voulez faire. Exemple, boire 500 ml d'eau par jour, faire de l'exercice 3 fois par semaine. Et à chaque jour, vous prenez l'engagement. Je m'engage à boire de l'eau. À chaque jour où vous avez marqué que vous voulez faire le défi. Et vous pouvez marquer 1 sur 3, 1 sur 2, 1 sur 4. Si vous voulez boire de l'eau, disons 500 ml et plus d'eau à tous les jours, ben ça va être 1 sur 7. Et la 7e case, on fête. Dans chacune des cases, vous pouvez, quand vous l'avez fait, mettre un petit collant. J'avais un exemple tout à l'heure où j'avais mis des petits collants. J'ai éparpillé mes... Vous pouvez mettre des petits collants. Vous pouvez colorer aussi quand vous l'avez fait. Mais juste quelque chose qui visuellement vous rappelle que, ouais, vous l'avez fait, qui fait un petit, ouais, je suis contente. Vous savez, quand on coche, là, qu'on l'a fait, puis que c'est fait, on est content. Et durant tout ce temps-là, on s'observe. Comment je me sens, quelle différence je note, quel bienfait j'ai. Parce que s'observer, c'est la meilleure façon de changer sans faire d'effort. Quand on devient conscient que, exemple, je mange des concombres et j'ai des roux après je ne les digère pas ou j'ai mal au ventre, je me suis observée, donc je peux toujours me demander, est-ce que je veux encore ça, là? Si je ne veux pas ça, ben, ça va être plus facile de changer. C'est quand on... Comment je vous dirais ça? J'ai déjà fumé. Je préfère une tranche de vie. J'ai déjà fumé et j'ai dû arrêter au moins 52 fois de fumer. Ça durait 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, un petit peu plus longtemps, des fois quand j'étais enceinte, et je recommençais. Il y a une journée, la dernière fois, quand j'ai arrêté de fumer, ça s'est fait comme ça. J'étais chez moi. J'étais au sous-sol parce qu'il y avait un poêle à bois. Et j'étais en train de lire et d'écrire en même temps. Donc, je tire sur la cigarette, j'aspire la fumée, je recrache la fumée. Puis là, c'est comme si je l'avais toute reçue en pleine face. Et là, j'ai dit, c'est assez. J'ai jeté mon paquet de cigarettes dans le poêle. Il était environ 4 heures de l'après-midi.
À 7 heures le soir est arrivée une amie et en la voyant, j'ai eu envie de fumer 2 minutes. Et après, je n'ai plus jamais eu envie de fumer de ma vie. Et j'ai compris que toutes les fois où je disais que j'arrêtais de fumer, que je le faisais mais que ça ne durait pas, c'est qu'il y avait une partie de moi qui ne voulait pas arrêter de fumer. Une partie voulait arrêter de fumer parce que je savais que c'était pas bon pour ma santé, parce que je savais que ça coûtait cher, parce que je savais toutes ces choses-là. Mais il y a une autre partie qui disait, je l'aime ma cigarette, ça me détend, c'est mon petit moment à moi et ça, je ne veux pas perdre ça. Et la dernière fois, quand j'ai arrêté pour de bon, c'était comme si ma tête, mon cœur et mon corps étaient toutes alignés. Toutes les parties de moi-même, ils voulaient. Il n'y avait plus de conflit à l'intérieur de moi. Donc, c'est important d'essayer de trouver cette zone-là où il n'y a pas de conflit pour faire quelque chose. Parce que ça va être beaucoup, beaucoup plus facile. Et ça, bien, c'est sûr que c'est de l'observation de soi. Et prenez conscience qu'un changement par mois, c'est 12 changements par année, ça. C'est wow, ça, madame ou monsieur. C'est vraiment quelque chose. Donc, et il y a un proverbe chinois, je pense, qui dit qu'une marche de 20 km commence par un petit pas. Et c'est la même chose, un petit changement par semaine que vous maintenez pendant 4 semaines jusqu'à ce que l'habitude soit acquise, que vous en reprenez un autre. Au bout d'un an, c'est 12 changements. Donc, vous pouvez faire une liste de changements que vous aimeriez avoir. Choisir celui qui est le plus facile pour vous pour commencer, pour vous mettre en situation de réussite. Après, d'en choisir un autre. De même que pour célébrer ici, là, préparez-vous. On peut se faire une liste de toutes les choses qui nous feraient plaisir. Ça peut être des choses simples comme aller lire des revues à la bibliothèque. Aller chez une pépinière, regarder les nouveaux plants qui vont sortir de cette année. Ce que vous aimez, ce qui vous fait plaisir, puis que des fois, on ne prend pas le temps de faire. On peut se faire une liste de ça aussi pour être prêt à fêter quand on va être rendu à notre 7e journée, puis qu'on va avoir coché. Alors ça, c'est un petit tableau que je vous offre pour vous aider, pour vous stimuler à trouver un petit pas tout simple, tout possible, tout mignon, je vous dirais même, pour faire des changements dans votre vie, mais des changements qui vont être un plus pour vous, puis qui va être encore un peu plus d'amour que vous vous donnez, et qui va aller aussi dans le sens de la recette du bonheur, puisque maintenant, j'ai la responsabilité de mes besoins, j'ai la responsabilité de prendre soin de ma santé aussi. Et là, je cherche ma dernière page où j'avais écrit quelque chose. J'ai trop de papier. Par chance qu'Anne a pu tout couper ça. OK, oui, je l'ai trouvé. On parlait de la respiration. Je vais vous faire expérimenter 2 sortes de respiration. Okay? Il y a le pranayama, c'est le yoga de la respiration. Donc, il y a énormément de façons de respirer. Mais je vais vous faire expérimenter 2. La première, on va prendre une respiration plus courte et on va faire une expiration plus longue. On va faire ça 3 fois, puis on va regarder comment on se sent. On y va? Je vais compter, disons, inspirer jusqu'à plus court. 1, 2, 3. Puis on va expirer le plus longtemps qu'on peut. OK? On y va. On inspire. 1, 2, 3. On expire le plus longtemps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et plus si on peut. On inspire. 1, 2, 3. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et plus si vous pouvez. On inspire. 1, 2, 3. On expire. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 et plus si vous pouvez. Pouvez-vous me dire comment vous vous sentez? Ou pouvez-vous juste prendre conscience comment vous vous sentez? Étourdi. Étourdi. C'est vrai, quand on respire pas beaucoup, qu'on respire plus profondément, ça fait plus d'air. On va en essayer une autre. On va faire l'inverse. On va inspirer lentement, puis on va expirer plus court. Donc, on va inspirer sur, disons, 7 ou 8 temps, comme vous êtes capable, mais on va expirer vraiment sur 3 temps plus courts, même 2 temps. Là. On y va. On inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Disons, on expire. 1, 2. On fait ça encore 3 fois. Comment vous vous sentez? J'espère que vous ne vous sentez pas étourdi parce que ce n'est pas le but. OK. La première inspiration, on la suggère quand on a de la difficulté à s'endormir. Quand on a de la difficulté à s'endormir, on va inspirer de façon plus courte et on va expirer de façon plus longue. Et quand on manque d'énergie, on va faire l'inverse. On va inspirer plus d'air et on va la rajouter de façon plus courte. Vous l'expérimenterez les soirs d'insomnie. Alors, quand on veut s'endormir, c'est l'expiration qui est plus longue. Quand on veut avoir plus d'énergie, de vitalité, c'est l'inspiration qui est plus longue. Autre chose qu'on va expérimenter, juste un étirement. Je vous demandais juste de lever les bras, de les étirer vers le ciel, puis de bien vous étirer d'un bord, doucement, lentement de l'autre, doucement, lentement de l'autre, en étirant bien les bras. Et juste de prendre conscience comment vos bras se sentent après. Comment vos épaules se sentent. Donc, quand on parle de gros bon sens, de pleine conscience, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi. Je le sais, moi, quand je m'étire, si ça fait du bien à mes épaules. Mes épaules me le disent, sont comme plus relâchées. Je le sais si je manque de vitalité puis que je prends beaucoup plus d'air que j'en rejette, qu'effectivement, ça me pèpe un peu. Je le sais, c'est pour ça que je veux dire, ne croyez rien de ce que je dis, mais expérimentez-le puis allez voir dans votre vie si ça a du sens pour vous. En résumé, on prend la responsabilité de prendre soin de son corps, qui va nous donner aussi une qualité de vie. On prend la responsabilité de prendre soin de nos besoins, qui va aussi nous donner une qualité de vie, puis de l'estime de soi. On expérimente les plus petits pas possibles. On vérifie comment on se sent. Parce que j'ai une autre petite carte pour vous. Aimez votre corps et prenez-en soin, car il vous accompagnera toute votre vie. Aimez votre corps, prenez-en soin, car il vous accompagnera toute votre vie. On peut le remercier, le corps, on peut être doux avec, un petit automassage, des effleurements, beaucoup de gratitude. Hein? Avez-vous pris conscience qu'on a des yeux qui nous permettent de voir pleine beauté de ce monde? On a des oreilles qui nous permettent d'entendre des sons magnifiques. On a de la peau qui nous permet d'entrer en contact avec les gens, de se sentir aimé quand on est touché, de démontrer qu'on aime quand on touche les gens. On a des sens de goûter aussi qui nous permettent de goûter les choses merveilleuses, des produits de la nature. Donc, on a des sens. Ces sens-là, ils nous permettent d'être en contact avec notre environnement, avec les gens. Donc, c'est important aussi de le remercier. Et là, avant de vous quitter, j'ai une carte que j'appelle une carte qui est un peu chiante. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que il est écrit, si c'est important pour vous, vous trouverez une solution. Si ce ne l'est pas, vous trouverez une excuse. Alors, si c'est important pour vous, vous trouverez une solution. Si ce ne l'est pas, vous trouverez une excuse. Ou, j'ai déjà vu, si c'est important pour vous, vous trouverez une raison de le faire.
et si ce ne l'est pas, une excuse. Alors, c'est pour ça que c'est une carte qui, des fois, met une vérité qu'on ne veut pas voir. C'est pour ça que je l'appelle une carte chiante. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Remplissez votre petit tableau avec amour pour vous. Et on se revoit la semaine prochaine pour un 3e ingrédient dans Cuisine ta vie. Merci.